À partir de quand peut-on dater l'éducation à la nature? C'est clair que cette question n'a pas de fondement, parce que l'éducation, depuis qu'on éduque, qu'est-ce qu'on éduque à quoi? Forcément, il y a une part d'enseignement de la relation à la nature. Simplement, ce que l'on va mettre derrière ces mots, derrière ce projet d'éduquer, va changer au fil du temps. Pendant très longtemps, éduquer à la nature, c'est simplement maîtriser cette nature, lui faire rendre gorge, en quelque sorte, des éléments utiles pour les êtres humains qui sont face à cette nature. Pouvoir la maîtriser, la contrôler, et pas du tout l'idée de la sauvegarder, parce que ceci est né beaucoup plus tardivement, en fait, que les idées d'éducation. Et on va voir apparaître effectivement cette idée d'éduquer en vue de protéger la nature au cours du XIXe siècle. Et le premier endroit, le premier lieu où on va voir vraiment cette idée d'éduquer afin de protéger la nature, c'est essentiellement dans les pays germanophones et anglophones. En France, on va s'y intéresser, mais avec beaucoup de retard, à partir, on va dire, des années 1860-1870. Cette idée d'éduquer à la nature va, vous allez le voir, avoir des correspondances avec vos centres d'intérêt. C'est-à-dire, on va... Non. Pas du tout. À la main, c'est peut-être pas mal. Même pas. Alors le PDF est réputé passer absolument partout, ce que j'ai pu constater, sauf manifestement... Alors... Oui, mais c'est un vieux PDF en fait, qui n'est pas... Voilà, c'est la version 7228 d'Acrobat Reader. Et ouvrir avec, qu'est-ce qu'il y a éventuellement dedans? Adobe Reader, ça serait mieux. Et en haut, dans le menu affichage, il y a plein écran. Soit affichage, soit fenêtre. Plein écran. Troisième avant la fin. Voilà. Et là, impeccable. Bref, après cet aparté tout à fait numérique, donc, comme je vous disais, ces mouvements qui apparaissent dans le monde anglo-saxon durant le dernier tiers du 19e partagent des traits qui sont tout à fait communs avec votre démarche. Notamment l'idée absolument centrale qu'il faut placer les enfants dans la nature. C'est-à-dire, c'est vraiment le contact direct avec la nature qui va permettre de mettre en place cette éducation à la nature. Il y a même un slogan que vous pourriez tout à fait reprendre à votre compte, qui apparaît dans les années, encore une fois, 1860-70, qui est « Nature, not books ». La nature, pas les livres. Cet intérêt va donner lieu à la publication, effectivement, de livres, parce que c'est bien de dire ça, mais il faut quand même avoir des bouquins pour comprendre de quoi on va parler. Et dans ces publications, dans les traces qu'on peut avoir de ces mouvements, on se rend compte que cet intérêt pour la nature concerne effectivement toute la nature. C'est ce type d'image qu'on va retrouver dans des manuels de l'époque, où on va voir qu'effectivement, alors certes, il y a une prédominance d'intérêt pour les organismes vivants que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire d'abord les oiseaux, après les plantes, éventuellement le reste après, mais il y a quand même un intérêt pour l'ensemble de la nature. Il n'y a pas de véritable discrimination dans ces manuels. Et ça va même très très loin. On a parfois, par exemple, des manuels qui vont essayer d'intéresser les enfants à l'anatomie des mollusques, par exemple. Donc c'est vraiment, il y a une ambition didactique absolument certaine. Ce qui est frappant, c'est que ce qui se met en place, c'est vraiment, comme aujourd'hui, le fonctionnement d'une société civile qui va, en fait,
jouer les rôles de complément à l'éducation effective. Et on va avoir effectivement des activités scolaires souvent animées par ces structures qui ne sont pas des écoles, qui viennent en plus des écoles, pour fournir des activités comme ici. Je ne sais pas si c'est très visible, c'est une sorte de petit atelier où on a des serres, où on va s'intéresser à la croissance des plantes. Cet intérêt repose sur, encore une fois, une pratique naturaliste tout à fait différente de ce qui se faisait avant, la génération d'avant. Notamment, on va voir émerger tout un matériel nouveau pour l'époque, notamment par exemple des paires de jumelles, tu l'évoquais tout à l'heure, et pourquoi c'est nouveau? Parce que par exemple l'ornithologie, pendant longtemps, durant tout le 19e siècle, une partie du 20e siècle, c'est une activité prédatrice. Vous vous intéressez à un oiseau, c'est simple, vous sortez votre fusil, vous tirez dedans, et après vous allez le regarder. L'idée de le voir, de l'observer, c'est une idée qui va s'imposer, et notamment va s'imposer à travers ces mouvements de pédagogie à la nature. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'observer avec les méthodes, c'est réellement porteur d'un renouveau de toute la science qui se fait à la fin du 19e. Ce qui est, bien évidemment, il y a quand même l'expression d'un certain nombre de préjugés, notamment une passion tout à fait immodérée pour les oiseaux, qu'on retrouve quand même un peu aujourd'hui quand même dans beaucoup de mouvements dédiés à la protection de la nature. Et cette passion pour les oiseaux va se traduire, comme ici, par la création dans une classe de la Société Audubon, qui est l'équivalent de la LPO aux États-Unis, par la création de nichoirs. Très souvent, ces mouvements ne se limitent pas à la nature au sens strict, c'est-à-dire on va développer de l'enseignement, je dirais, scientifique. Et ici, vous voyez, il y a des expériences de physique sur le son, par exemple, sur la transmission des ondes, également conseillées pour ces mouvements. Toujours dans ce regard qu'on peut porter sur ces mouvements, ici c'est la couverture de l'un des très nombreux magazines qui existent sur ce mouvement. On voit quoi quand on fait l'analyse de cette couverture? Eh bien en fait, bien évidemment, il y a quand même des livres, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça reste, le papier reste le support quand même d'apprentissage principal, mais pas seulement. Et il y a l'idée de développer l'intérêt pour la nature au sein des familles. C'est-à-dire, on retrouve l'idée des CPN familles qui est apparue, c'est vraiment un intérêt par les enfants en dehors de leur cercle familial, c'est bien l'ensemble de la famille qu'il faut conduire à la nature. L'apprentissage des connaissances naturalistes est essentiel dans tous ces mouvements et ils vont rassembler, il faut avoir un ordre d'idées de ça, ça va former des dizaines de milliers d'enfants, probablement des centaines de milliers d'enfants. À peu près une bonne partie des enfants des classes moyennes et aisées des États-Unis à la fin du 19e, début du 20e siècle passeront par ces écoles de nature. Donc l'audience est tout à fait absolument considérable. Il y a tout un objectif qui est commun à tous ces mouvements, notamment, je vous indique les 4 principaux. D'abord, combattre la cruauté et l'égoïsme. Ces deux notions sont centrales de tout mouvement de protection de la nature du 19e, qui est vraiment l'idée que la cruauté faite aux animaux va ressurgir en quelque sorte dans l'ensemble de la société. Combattre l'égoïsme, ça permet de faire des sociétés meilleures également, parce que cet égoïsme qu'on va manifester à l'égard de la nature, on va le retrouver ailleurs. Je vais avoir l'occasion d'y revenir. Il s'agit de faire en gros de meilleurs citoyens. Il y a vraiment l'idée de produire par cette éducation à la nature quelque chose des individus qui seraient meilleurs et plus utiles à l'ensemble de la société. C'est aussi l'idée de faire des adultes heureux. Ça, c'est une idée que j'ai entendue plusieurs fois ce matin après ces ateliers. C'est l'idée qu'effectivement, cette activité avec la nature, ce lien qu'il s'agit déjà à l'époque de reconquérir avec la nature, permet de faire des enfants plus heureux et donc des adultes plus équilibrés plus tard.
Et également, il y a des notions très très fortes là-dedans de résoudre le problème de l'exploitation aberrante des ressources naturelles et de lutter contre le gaspillage. Donc il y a un vrai corpus de valeurs avec lesquelles, j'imagine, vous allez vous retrouver. Quand on prend du recul et qu'on s'interroge sur l'histoire des États-Unis, ces mouvements, encore une fois, ont concerné pratiquement l'ensemble des enfants des classes moyennes et supérieures qui ont dirigé, une fois devenus adultes, les États-Unis. Et quand on regarde la chronologie, on se rend compte que ces enfants devenus adultes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pas ceux qui ont bâti l'Amérique des années 30, 40, 50, c'est-à-dire une Amérique qui a ravagé la nature. Et donc il y a un constat extrêmement négatif à faire entre l'ambition de ces mouvements, les moyens que ces mouvements ont disposés et des résultats concrets. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu d'incidence, c'est loin de moi cette idée. Par exemple, quelqu'un comme Rachel Carson, que vous connaissez peut-être, qui est une personne qui en 1962 a fait paraître un livre, Le Printemps silencieux, dans lequel elle dénonçait l'usage des pesticides, première dénonciation des pesticides modernes, et qui aboutit en 1970 à l'interdiction du pesticide et d'autres familles de molécules apparues après la guerre. Eh bien, Rachel Carson a eu une étape déterminante dans son parcours individuel d'être passée par ce type d'école. Donc ça n'a pas eu aucune incidence, mais sur l'histoire globale des États-Unis, c'est pas évident. Une fois qu'on a fait ce détour par le passé, effectivement, il est tentant d'aller chercher du côté du présent et s'intéresser effectivement à la question de « et aujourd'hui, où on en est ?» Les mouvements d'éducation à la nature ont grosso modo 40 ans. Ils sont apparus, les premiers, les plus anciens, dans les années 70. Donc ils ont aujourd'hui 40 ans. Et en 40 ans, on constate que la Terre a perdu la moitié des populations d'espèces sauvages divisées en deux. Alors c'est les espèces en général, là il s'agit des vertébrés, probablement que des vertébrés supérieurs, mais je ne suis pas convaincu qu'au niveau de l'entomofaune on ne puisse pas faire un bilan aussi catastrophique. Et là aussi, on se dit, bon, quelle est... La situation est effectivement extrêmement mauvaise, d'ailleurs on ne le mesure pas toujours, et le problème des mouvements dont j'ai parlé tout à l'heure, et peut-être les problèmes que l'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, c'est d'avoir une vision extrêmement restrictive du monde. C'est-à-dire on veut protéger la nature comme si c'était une sorte de petite bulle qui existait à côté de la société humaine, un petit peu dans la société humaine, qu'on pourrait comme ça protéger et couper cette bulle, en fait, des problèmes sociaux, économiques ou politiques qui se posent à l'ensemble de la société. De faire une sorte de différenciation. Ce qui est assez logique parce que ça permet plus facilement de prendre en compte. On peut avoir l'impression de ne pas pouvoir tout traiter. Or, la société dans laquelle on vit, c'est une société qui, depuis très longtemps, s'est développée sur un mode qui est le mode de l'économie destructrice. Cette économie destructrice, c'est l'histoire de la domination de la nature par l'homme qui s'est fait de façon extrêmement violente et brutale. Et c'est quelque chose qui est vraiment absolument généralisé par tous les indices qu'on peut avoir. Mais cette économie destructrice n'est pas simplement violente que vis-à-vis de la nature. Elle est également violente sur les hommes eux-mêmes. Et lorsqu'on met en parallèle les deux gravures que je viens de vous montrer qui sortent du même atelier de la Renaissance, ce qui est frappant, c'est la similarité qui existe entre la violence faite à la nature, d'un côté un massacre de manchots en Amérique du Sud, et de l'autre le massacre des Indiens qui se passe dans la même Amérique. Cette économie destructrice, extrêmement violente et brutale, oblige à prendre les choses sans doute autrement et à réfléchir effectivement aux mécanismes, aux moteurs de cette société. Et là aussi, l'histoire, je vais forcément militer pour ma chapelle, ma spécialité, permet d'avoir des éléments pour nourrir cette réflexion. On se rend compte qu'au XVIIIe siècle, et puis plus encore au XIXe siècle, on va réfléchir intensément à quelque chose qui pose un problème à tous les penseurs de la société, c'est la question de la cruauté. Et je vais vous donner un petit exemple à travers 4 gravures d'un caricaturiste britannique du siècle des Lumières anglais, à savoir Hogarth, et qui s'appelle Les 4 âges de la cruauté.
Alors, les personnes qui sont de ce côté, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, la première gravure, qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants, des adolescents en train de jouer, pour dire en fait les mots convenables, de torturer des animaux, soit en les pendant, soit en les attachant, soit en organisant des combats de coqs, etc. Ça, c'est le premier âge de la cruauté qui commence en fait et qui s'inscrit dans l'enfance. Dans l'enfance, si on laisse les enfants jouer à ce type de jeu, ils vont acquérir effectivement ce rapport à la cruauté. Le deuxième âge de la cruauté, ces enfants sont devenus adultes. Et qu'est-ce qu'ils deviennent en devenant adultes? L'un devient cocher, il bat son cheval. L'autre devient, il bat un mouton à mort. Il y a également quelqu'un qui conduit une carriole et qui est en train d'écraser un enfant parce qu'il est tellement libre qu'il ne voit même pas où il va. Et dans le fond, j'imagine que vous aurez du mal à le voir, il y a même un combat de taureaux contre des chiens qui est organisé. Les enfants cruels sont devenus des adultes cruels. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur à tous les penseurs de ces questions d'éducation au XVIIIe siècle, puis bien sûr après. Ces adultes ne s'arrêtent pas simplement à ces formes de cruauté qui pourraient se révéler bénignes. Bien sûr, le cocher qui bat son cheval va finir par devenir un criminel. Ça paraît évident pour tout le monde. Et là, il va tuer sa femme. Bien sûr, il va se faire arrêter, pendre, au terme d'un procès, comme il se doit à cette époque, et son corps va être livré à la science pour être disséqué. Et l'ironie de Hogarth, c'est dans le premier plan, vous voyez un chien, j'ose croire que c'est l'un des chiens torturés par les enfants au tout début, qui est en train de manger les viscères de ce cocher. Cette société brutale à l'égard des animaux, de la nature et de l'ensemble de la société, autrement dit des autres êtres humains, c'est quelque chose qu'on leur retrouve aujourd'hui. On vante par exemple la réussite américaine qui exploite intelligemment ces gaz de schiste et ces pétroles non conventionnels, mais dans le même temps, les États-Unis sont devenus de plus en plus inégalitaires. On estime aujourd'hui que 20% des ménages les plus riches perçoivent 51% des revenus du pays. 20%, 51% de la production de richesse du pays. Et dans le même temps, 20% les plus pauvres n'en reçoivent que 3,2%. Cet écart qu'il y a entre les plus riches et les plus pauvres s'accroît, y compris en France d'ailleurs. On estime que les revenus des partis les plus riches de la population française augmentent de 8% par an. Est-ce que quelqu'un dans la salle voit ses revenus augmenter de 8% par an? J'imagine que non. Et quand on parle de crise, c'est quand même très très ironique de voir que pour les riches, il n'y a aucune forme de crise au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais autant vendu de produits de luxe, par exemple. Aucun. Enfin, je veux dire, c'est... Donc l'idée qu'il y a une crise, c'est quand même, il faut voir pour qui. Cette inégalité a conduit la NASA à financer des études associant des modélisateurs, des mathématiciens avec des historiens pour réfléchir à cette association d'une société de plus en plus inégalitaire socialement et destructrice de plus en plus des ressources naturelles, l'association des deux. Et en fait, leurs travaux conduisent à montrer qu'une société dans laquelle il y a l'association, alors je vous fais grâce des détails, des chiffres, des courbes et des calculs, ce sont des modèles mathématiques, peu importe, mais montre une chose, c'est qu'une société dans laquelle il y a de plus en plus d'inégalités sociales, de plus en plus de violence sociale, et une destruction des ressources naturelles de plus en plus forte, va forcément finir par s'effondrer. Tous les modèles pris dans tous les sens montrent le même destin, la société s'effondre. Alors on s'est dit, bon, et on affirme, on va imaginer des progrès techniques nouveaux qui vont permettre de résoudre les problèmes. Et en fait, on a intégré dans ces modèles mathématiques ces éléments de révolution technologique. En fait, ça ne change absolument rien au scénario, l'effondrement est garanti. La seule façon de s'effondrer, c'est d'imaginer une autre société avec d'autres types de solidarité et pour diminuer en fait cette pression complètement délirante exercée par les inégalités qui en fait, encore une fois, est indissociable de la destruction de l'environnement. On ne peut pas parler de la destruction de la biodiversité sans parler de ce type de phénomène. Les enfants que vous voyez aujourd'hui, et je vais alors
c'est pas du tout prémédité, je vais parler également de 2050, mais de façon peut-être un peu moins drôle. C'est que les problèmes que l'on est en train de laisser se développer parce qu'effectivement on n'a peut-être pas une revendication assez forte et assez nette pour un autre type de société, peut-être que nos ambitions ne sont pas assez élevées, pas assez fortes, et que la transformation de notre mode de vie n'est pas assez radicale, ben va poser toute une série de problèmes. On parle souvent de la destruction de la biodiversité, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres formes de problèmes qu'on pourrait qualifier de biodiversité qui vont être extrêmement inquiétants. Notamment celui-ci, c'est une étude qui a été commandée à des scientifiques britanniques par le gouvernement britannique et qui montre qu'à cause de l'ineptie de notre gestion, notamment du bétail, avec une gave d'antibiotiques, puisque ça représente 80% des antibiotiques auxquels vous êtes exposés, ce qui est quand même pas mal, on est en train de produire, c'est déjà en train de se mettre en place, des bactéries hyper résistantes à toute forme d'antibiotiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on connaît tous les antibiotiques disponibles dans la nature. C'est-à-dire la famille des antibiotiques n'est pas inépuisable. On l'a déjà épuisé. Alors on peut imaginer de créer de toutes pièces des antibiotiques, mais on n'en est pas là, loin de là, et que la mortalité due aux bactéries résistantes va dépasser celle du cancer en 2050, dépasser celle du diabète. On est actuellement sur Terre à environ 700 000 personnes qui meurent chaque année du fait des bactéries multirésistantes. On prévoit 10 millions en 2050. C'est la première cause de mortalité. C'est-à-dire que les enfants que vous voyez auront directement, enfin, bon nombre d'entre eux, à faire ce genre de choses. C'est produit que par une seule chose, c'est la cruauté et l'égoïsme, pour reprendre ces valeurs-là. C'est-à-dire l'agriculture industrielle, c'est un mélange parfait d'égoïsme et de cruauté. Et que ces problèmes d'impact sur la nature, on ne peut pas séparer en fait la société humaine de la nature. Les deux formes, en fait, on est vraiment dans le même bateau. Et ce qui touche l'un, c'est le signe de quelque chose qui touche effectivement l'autre. Et je termine donc sur cette note quand même d'optimisme béat, mais simplement pour dire que, en fait, on dit souvent je suis pessimiste, mais je ne suis pas pessimiste. Je serais pessimiste si je pensais qu'il n'y avait rien à faire. Je pense qu'au contraire, ce qui est absolument passionnant, c'est qu'on vit un temps tout à fait nouveau. On est face à des contraintes extraordinaires et tout à fait, encore une fois, face auxquelles l'humanité ne s'est jamais retrouvée. Pour la première fois, on est aussi nombreux sur cette terre, par exemple. La question de l'alimentation qu'on pourrait débattre est absolument centrale. Là, je parle d'antibiotiques qui est liée à l'alimentation. La question de l'alternative, par exemple, végétarienne, n'est pas une question anecdotique. Très souvent, on s'en moque, mais c'est quelque chose qui est absolument essentiel. On va avoir 3 milliards d'êtres humains de plus d'ici 2050, il faudra bien les nourrir, et on ne pourra pas les nourrir en utilisant autant de viande comme on le fait aujourd'hui, par exemple. Surtout si c'est pour produire des cauchemars comme les maladies, les bactéries multirésistantes. Donc il faut bien voir que les choses sont tout à fait intimement mêlées, qu'on ne peut pas séparer les choses les unes des autres. Et que peut-être l'échec, on pourrait constater des mouvements de pédagogie à la nature du 19e aux États-Unis, c'est peut-être l'échec de cette vision de s'intéresser qu'à la nature, comme si c'était une sorte d'île à côté de la société humaine. Je vous remercie. Bien. Non, mais peut-être que ça fait appel de votre part à un certain nombre de réflexions ou de questions. On va se prendre un petit temps pour ça, c'est important. Avant ensuite de donner la parole pour les allocutions terminales de la matinée. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de poser des questions, peut-être d'abord d'ordre d'éclaircissement ou d'apport complémentaire à Valérie Chansigo, ou éventuellement de nous faire part de vos réflexions suscitées par ce qui nous a été présenté?
vous voulez vous présenter en même temps. Bonjour, Philippe Morgoun, donc moi je suis président de Haute-Normandie Nature Environnement, et puis madame, je ne connais pas, mais je suis tout à fait en phase avec votre discours, surtout votre fin de discours concernant la cruauté animale, le devoir de l'homme de penser à changer son alimentation, parce qu'on court à la catastrophe. Donc il va falloir, et c'est aussi une thématique que Haute-Normandie Nature Environnement va travailler sur les 2 ans, pour changer, penser à consommer et à manger différemment. Comme vous le savez, notre agriculture, elle est principalement liée pour nourrir les animaux. Bon, une côte de bœuf, c'est 200 litres d'eau, c'est 350 kg de foin. L'eau, ça va être un problème. Il faudra changer notre alimentation. Il faudra qu'on réfléchisse à changer nos habitudes, à éduquer. Et là-dessus, envers la cruauté animale, envers le devoir et certainement la nécessité de le faire, parce que sinon on aura un changement ou un gros problème pour, au sein de notre société, trouver un équilibre. Alors évidemment, on va nous mettre en face les lobbies économiques, les lobbies industriels, mais c'est notre territoire, c'est nos enfants et c'est l'avenir qui est en jeu. Donc là-dessus, je suis tout à fait en osmose et j'acquiesce complètement à votre discours. Merci. Il y avait... Pendant que vous cherchez la prochaine question, juste pour répondre, on a fait des calculs, par exemple, sur l'impact qu'aurait une alimentation végétarienne en matière de pression humaine sur la nature. Ben, en fait, pour l'Angleterre, par exemple, si les Britanniques devenaient végétariens, tous, c'est comme si on divisait par 2 le nombre d'automobiles. C'est absolument considérable. Si on cherche, par exemple, à s'alimenter que sur des produits locaux, en fait, ben on gagne plus d'énergie en arrêtant la consommation de viande 1 fois par semaine qu'en faisant cela. C'est-à-dire que ce que l'on peut faire d'un point de vue individuel, en termes d'impact environnemental, ce qui est le plus efficace, c'est pas de couper l'eau quand on se lave les dents, c'est pas de changer ses ampoules, non, c'est changer son régime alimentaire. C'est ce qui a la plus grande efficacité. Je suis Cyril Clotillier de l'association DEFICO, je suis guide nature. Il y a un point sur lequel je souhaiterais revenir par rapport à votre présentation quand vous parliez du printemps silencieux, du problème aux États-Unis où il y a eu une forme d'éducation à la nature qui s'est développée mais qui a produit, enfin, vous avez considéré qu'il y avait eu un échec par rapport à la société qui avait évolué comme on le sait. Mais il y a eu quand même des résultats positifs. Je pense que, peut-être vous ne l'avez pas dit volontairement, mais les États-Unis sont quand même le premier pays à avoir créé des parcs nationaux. Et peut-être que ce sont les conséquences de cette éducation qui s'est développée au XIXe siècle. Et c'est aux États-Unis également qu'on trouve un peu les pères de la pensée de la nature. De la pensée du rapport de l'homme à la nature, comme Aldo Léopold, Henri David Thoreau, qui ont inspiré également les grands penseurs de la nature de nos pays occidentaux. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Les États-Unis forment... Alors, ce qui est passionnant dans l'histoire, c'est qu'il y a un mot qui est absolument nécessaire d'acquérir, c'est contradiction. C'est-à-dire que l'histoire est forcément farcie d'éléments qui paraissent complètement contradictoires. Et par exemple, ceux qui ont participé à la création, enfin les scientifiques, les quelques rares scientifiques qui ont participé à la création des mouvements de protection des oiseaux dans les îles britanniques, par exemple, étaient de farouches collectionneurs d'œufs. Donc ça paraît aujourd'hui complètement incongru, ça paraît tout à fait... on ne peut pas protéger les oiseaux et avoir une collection de 50 000 œufs sous son lit. Je fais référence à ça parce qu'on a réellement trouvé un jour une collection sous un lit d'un ornithologue de 50 000 œufs. Mais simplement parce que pour les gens de l'époque, il n'y avait pas de contradiction. La société américaine, c'est effectivement une terre de contradiction du point de vue de l'impact sur l'environnement. C'est la société qui a le plus consommé de la nature, et quand il n'y en avait plus chez elle, elle allait ailleurs.
on sait le drainage qu'il y a en quelque sorte de la nature d'Amérique centrale, par exemple, pour alimenter la production industrielle et commerciale des États-Unis. Et dans le même temps, c'est depuis 1890, tout le monde le dit, tous les témoins le disent, les États-Unis sont les champions de la protection de la nature. C'est une contradiction de la société américaine. Je ne suis pas en train de dire que les pompiers servent à rien parce qu'il y a des incendies. Heureusement qu'il y a des pompiers, personne ne voudrait vivre dans un monde sans pompiers. Heureusement qu'il y a des déplétions de la nature parce qu'on ne voudrait pas vivre dans un monde où il n'y a ni éducation de la nature, ni protection de la nature. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a un constat d'échec par rapport aux ambitions qui étaient très élevées de ces premiers éducateurs à la nature par rapport à la situation des États-Unis. On pourrait dire la même chose, au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais autant protégé la nature sur Terre. Il n'y a jamais eu autant d'argent dépensé pour protéger la nature. Il n'y a jamais eu autant d'espace en réserve naturelle. Il n'y a jamais eu, enfin on pourrait continuer longtemps, on n'a jamais fait autant d'efforts. Et pourtant, quand on voit la vitesse de l'érosion de la biodiversité, tous les indicateurs sont dans le rouge vif. C'est-à-dire qu'on est, par rapport à toutes les courbes qu'on pouvait imaginer, dans le pire scénario qu'on avait 30 ans en arrière. On est dans le pire du pire du pire. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite que tout ce qu'on pensait. Pareil pour le réchauffement climatique. On est dans cette situation-là. Et c'est pour ça que personnellement, je milite pour changer de regard, c'est-à-dire de ne plus considérer la nature comme encore une fois une île merveilleuse, magnifique, extraordinaire et qu'on peut connaître, qu'on peut côtoyer, etc. Et puis, il y a le reste du monde. C'est qu'un seul monde. Et du coup, il faut poser des questions beaucoup plus englobantes, beaucoup plus larges, beaucoup plus dérangeantes. La question de l'alimentation est une question dérangeante. Je peux en témoigner, parce que j'ai eu quelques échanges parfois un peu rudes. Derrière, on est plusieurs à penser que sans doute une des solutions se trouve dans ce rapport homme-nature qu'on construit dès l'enfance. On se trompe ou on peut continuer à travailler dans ce sens-là? Vaste question qui mériterait là, un développement peut-être très long. Tu reviendras. Je connais le chemin maintenant. C'est compliqué. On a une idée qui est une idée comme ça, spontanée, qu'on est détaché de plus en plus de la nature. Forcément, les gens vivent de plus en plus en ville. Tu as fait référence à ça. Et que cette absence de contact avec la nature expliquerait en fait un inintérêt pour la nature et voire un goût pour sa destruction. Sauf que quand on regarde l'histoire des mouvements de protection de la nature, ils sont tous nés en ville, c'est un mouvement urbain. Et pourquoi c'est un mouvement urbain? C'est pas parce que la nature, alors fournit cette explication, oui, mais du fait que la nature étant plus à distance, elle devient plus désirable que le paysan qui doit l'exploiter, et du coup, il a plus de loisirs pour la protéger, en quelque sorte. C'est cette distance créée par la ville qui permet d'avoir plus de désir pour cette nature. En fait, l'explication est sans doute ailleurs, c'est-à-dire que la ville est un endroit essentiel pour le développement de toute une série de valeurs qui se sont développées dans la culture occidentale, qui est la valorisation de l'individu, la notion de liberté individuelle, de choix individuel, de respect de l'autre, etc. Et c'est des valeurs qui sont intimement liées à l'histoire des villes. Et que c'est normal que l'idée de protéger la nature soit née dans les villes, parce que c'est les microcosmes intellectuels existaient dans les villes. Le pouvoir de décision existait dans les villes. Il y a tout un mouvement qui serait intéressant de revalorisation des villes, qui peuvent être des espaces de liberté beaucoup plus que les espaces, on va dire, paysans. À bien des titres. La libération de la femme, par exemple, voilà. L'égalité des droits accordés aux femmes, clairement, c'est un mouvement urbain. Très, très clairement. Et ça, on ne peut pas imaginer ce mouvement-là dans une société rurale. Ce n'est pas une réponse que je te fournis complètement, ça j'en suis bien consciente, mais c'est un élément de réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le contact qui fait l'envie de. C'est un ensemble beaucoup plus complexe dans lequel on va s'inscrire. Ceci dit, j'ai passé beaucoup de temps à faire des biographies naturalistes,
Et c'est vrai qu'ils ont, à peu près tous, manifesté dès l'enfance un intérêt pour la nature. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir pu, dès l'enfance, avoir un contact avec la nature qui les a rendus naturalistes, ou c'est quelque chose qui s'est manifesté dans l'enfance qui fait que, et que c'est pas ce contact-là, c'est sans doute non tranchable. Et encore une fois, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que la connaissance est nécessaire et l'expérience directe est nécessaire parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas effectivement acquérir par les livres. Alors sur la connaissance ? Ça, c'est une question que tu m'as fait déjà poser. La connaissance est essentielle. Ce qui me frappe, là, jusqu'à présent, c'est que vous êtes les héritiers de l'histoire naturelle. C'est-à-dire, vous faites de l'histoire naturelle. Même si le terme, on l'utilise moins, ou plus trop, on va le découper en tranches en faisant botanique, etc. Mais c'est de l'histoire naturelle. Et je trouve ça très très bien, d'ailleurs. Et c'est bien un raisonnement de naturaliste, en fait, d'histoire naturelle, de connaissance, qui permet d'avoir cet intérêt pour la nature, de construire cet intérêt pour la nature. La connaissance est la clé de tout. Thoreau, par exemple, avait pour la taxinomie, enfin la classification, un mot très, très beau. Il parlait de la taxinomie en disant que c'était son vocabulaire mordoré. C'est très très beau. Et c'est vrai que ça peut être ça aussi. Et cette connaissance est, encore une fois, essentielle pour pouvoir organiser les choses, pour penser les choses. Et le contact direct avec la nature peut être une façon d'acquérir ce type de connaissance. Je ne sais toujours pas si je réponds à ta question. J'ai une autre question. Jean-Pierre Foudelot, pour la protection des oiseaux en Normandie. Vous avez évoqué le fait qu'on n'a jamais autant été actif dans la protection avec autant d'espaces protégés. Malheureusement, il y a aussi le pendant, c'est-à-dire je pense qu'on n'a jamais été aussi actif par les moyens financiers, les moyens techniques qu'on a pour détruire la nature aussi dans le sens. Donc ça crée un paradoxe, et je ne suis pas sûr que pour l'instant on soit gagnant. Vous avez évoqué aussi le fait qu'il faut avoir de l'ambition, c'est ce que j'en traduis. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut avoir des ambitions très élevées, y aller par paliers. Et du coup, pensez-vous du lien entre des ambitions qui peuvent être très élevées et le fait qu'il faudrait qu'on arrive à ce que chaque citoyen, dans sa vie quotidienne, justement, prenne en compte les problèmes liés à l'environnement et à la biodiversité en l'occurrence. Le caractère pragmatique est toujours compliqué. La mise en pratique d'idées, de conception, c'est toujours très compliqué. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir dans l'histoire comment les différents mouvements intellectuels de pensée ont pensé justement ce rapport au concret. Alors je fais sans doute un aparté, mais je vais essayer après de rattacher à votre remarque. Il y avait un anthropologue un jour qui m'a expliqué quelque chose qui m'a du coup paru évident, c'est que quand on regarde les théoriciens de l'école marxiste, ils portent tous le nom du théoricien en question. On va parler de marxisme, de léninisme, de trotskisme, etc. Tandis que les théoriciens de l'anarchisme les théories anarchiques portent toutes le nom de l'organisation que l'on souhaite pouvoir mettre en place. On va parler d'anarcho-syndicalisme, d'anarcho-communisme, on va parler d'écologie sociale avec Bookchin. Et ce rapport au pragmatisme, c'est vraiment une question, encore une fois, passionnante. Et par exemple, les anarchistes de la fin du siècle, des toutes petites communautés ont décidé de mettre en pratique leur idée et de faire des communautés qu'on a appelées les communautés naturiennes. C'était les naturiens. Alors c'est très varié comme objectif. Très souvent, c'est des communautés qui sont par exemple végétariennes, voire crudivores, très souvent naturistes, et qui essayent de vivre en autarcie complète. En général, ça tient 3 mois, parce que c'est bien de son principe, ça marche très mal dès qu'on essaye de mettre en pratique. Quand on regarde, là je vais rejoindre un petit peu plus votre question encore, cette question justement de l'alimentation. Beaucoup de gens me disent oui, mais moi j'ai diminué ma quantité de viande. En fait. J'ai quantité, j'en mange plus qu'une fois par semaine,
2 fois par semaine, etc. Mais là se posent des problèmes, alors là, tout à fait pragmatiques, par exemple, de questions diététiques. C'est-à-dire, si vous supprimez la viande et que vous gardez l'alimentation telle qu'elle était avant, elle va être totalement déséquilibrée, par définition. Donc il faut introduire des choses qui disparaissent avec la suppression de la viande. Autrement dit, du soja sous forme de tofu ou autre, des légumineuses, des choses comme ça. Donc ça oblige à repenser tout à fait son alimentation, ce qui est une bonne chose parce que ça oblige en fait les gens à penser en termes diététiques alors qu'on ne pense jamais en termes d'équilibre diététique. Ça oblige à varier son alimentation alors qu'on n'y pense pas naturellement. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire justement par la mise en pratique des choses. Et puis il se pose un autre problème, là aussi pragmatique, qui est la relation à autrui. Manger est une activité sociale. C'est-à-dire qu'on ne devient pas, par exemple, végétarien en se levant le matin, et puis voilà. C'est quelque chose qui exige effectivement, on va voir le repas tout à l'heure, quand on est invité chez des amis, quelle est son attitude? Est-ce qu'on va avoir une attitude militante en disant, voilà, vous allez vous adapter à ce que j'ai décidé, ou est-ce que je me tais et je mange ce que vous me servez? Ça pose vraiment des questions que je trouve très intéressantes pour les individus en termes d'éthique, de mise en pratique de cette éthique, et qu'effectivement, c'est des choses qui vont se faire progressivement, d'une certaine façon, mais également, ça va obliger des négociations avec ses proches, parfois. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que là, pour le coup, vous êtes très intéressé par ce qui se fait, c'est une façon aussi de faire les choses. Je ne sais pas si ça, là aussi, je réponds parfaitement à votre question, mais je pense que ça donne une ligne. Michel Joly, moi je suis botaniste, je suis aussi citoyen et je dois être probablement l'un des doyens de l'engagement à la fois naturaliste et politique. Je vous rejoindrai sur un certain nombre de points, bien entendu, mais je crois qu'il faut aussi mettre le doigt sur des problèmes qui sont des problèmes graves au niveau de l'enseignement. Éduquer à la nature, c'est aussi enseigner la nature. J'ai enseigné la géographie pendant un certain nombre d'années et je suis sidéré par la baisse extraordinaire du niveau de connaissance au niveau du lycée en particulier. Les programmes de lycée aujourd'hui en géographie sont soit extrêmement simplistes, extrêmement basiques, plus que basiques, dans le domaine notamment de la géographie physique, ou alors complètement incompréhensibles pour les élèves à des niveaux théoriques qui de toute façon ne peuvent pas les intéresser parce qu'ils n'ont pas les bases. Et puis, il y a un autre domaine, c'est celui de l'université. Et là, je me souviens quand même qu'il y a quelques jours, il y a eu quand même toute une mobilisation des universitaires dans la situation complètement vraiment dramatique de l'évolution de l'état, ne serait-ce qu'économique, des universités aujourd'hui. Alors, enseigner la nature, éduquer à la nature comme nous le faisons, c'est très bien, mais d'une part, la dégradation de l'enseignement universitaire, d'autre part, la dégradation des conditions générales même que le monde de la nature peut offrir à la jeunesse, c'est-à-dire en termes d'emploi stable, d'emploi qui ne soient pas simplement des CDD avec des contrats très courte durée. Je me souviens d'un excellent botaniste avec lequel j'ai travaillé pour la publication de l'Atlas de la flore d'Eure-et-Loir. C'était vraiment quelqu'un de très très fort. Il était employé sur des CDD de 3 mois qui ont été renouvelés pendant plusieurs années. Je ne peux être que d'accord avec vous. La dégradation des connaissances générales, c'est-à-dire ce que vous décrivez en géographie, ça va se retrouver dans bien d'autres, voire toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce qui est frappant, c'est actuellement dans les habitudes de lecture, c'est l'effondrement
à peu près complet des pratiques de lecture chez les enfants des classes les moins favorisées. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y a une baisse de la lecture, c'est qu'il n'y a plus de lecture du tout. Alors, on a tendance à chercher des explications simples en disant on va regarder par quoi c'est remplacé, en disant bah voilà, c'est l'ordinateur, ce sont les jeux, c'est la télé, etc. Je ne pense pas du tout que l'explication soit bonne. Est-ce que la culture permet une réussite sociale? C'est très loin d'être évident. C'est très loin d'être valorisé comme ça. La culture, ça ne sert pas forcément. On a même eu un responsable politique de très haut niveau qui était quand même très fier d'étaler son inculture à un moment. Je ne citerai pas de nom. Mais il veut revenir. Mais c'est quelque chose qui est courant, c'est-à-dire effectivement on ne connaît pas, on ne sait pas, on n'a pas le vocabulaire, probablement le fait de ne pas lire empêche l'habitude de construire des raisonnements un petit peu compliqués. C'est pas des choses qui sont devenues des obstacles à un épanouissement individuel et un épanouissement professionnel. Et la question de la valorisation de la culture, c'est une vraie générale, hein, que ce soit la géographie bien évidemment, mais aussi d'autres aspects de la culture, c'est un véritable problème. On valorise, ce qui est drôle, c'est qu'on valorise des efforts physiques avec des sportifs par exemple, mais pas du tout des efforts intellectuels. Il n'y a pas vraiment nulle part de valorisation de quelqu'un qui a passé 10 ans à réfléchir sur un problème et qui a pondu quelque chose au bout de ces 10 ans d'efforts. Il n'y a pas du tout ce phénomène-là. Et dans la recherche, ce qui est catastrophique, c'est la volonté à tout prix de faire que la recherche ait des conséquences en fait pratiques. En termes, c'est un mot qui est employé en long, en large, en travers sur la gouvernance. C'est-à-dire, par exemple, on demande actuellement au CNRS, aux recherches en sciences humaines et sociales, de produire des résultats pour la gouvernance. C'est quand même fabuleux. Si la gouvernance, c'est prendre la société telle qu'elle est, mettre juste un peu d'huile pour que ça fonctionne encore mieux sur la même lancée, enfin, on peut ne pas être d'accord. Et puis, toute la science ne peut pas forcément produire ces éléments utiles au sens court du terme. Alors, il y a des mouvements qui se développent. Il y a un mouvement, par exemple, pour la désexcellence. Dans le monde universitaire, il y a un mot qui fait fureur, c'est l'excellence. On va faire des LabEx, des laboratoires d'excellence qui vont rassembler beaucoup de moyens humains et financiers. Et donc, il y a des mouvements qui se sont créés de désexcellence, pour être désexcellent, en fait. C'est excellent. Il y a des mouvements également que j'aime beaucoup qui s'appellent la slow science, c'est-à-dire de faire de la science lente. Parce que parfois, les recherches, ça met 30 ans. Et on ne sait même pas si au bout des 30 ans, on pourra vraiment dire quoi que ce soit. Et inversement, alors ce qui est terrible, c'est qu'il y a des personnes qui se sont penchées sur le fonctionnement de la science et qui avancent. C'est à peu près évident que 95% des publications scientifiques sont fausses ou sont volontairement bidonnées. C'est-à-dire, ça représente, c'est pas de la science, c'est vraiment du n'importe quoi. On a des résultats, on fait un modèle expérimental, on publie 15 publications avec ça, mais de toute façon, personne ne va jamais s'en servir, etc. C'est-à-dire qu'il y a une masse absolument considérable de choses qui est juste destinée à alimenter la machine. C'est tout un ensemble de choses qui est effectivement extrêmement... Et en même temps, il y a quand même des notions d'optimisme. Il y a la société civile. Il y a effectivement des acteurs de partout qui permettent de mettre un peu d'humanité dans un système très peu humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même absolument nécessaire. Et il y a énormément d'initiatives en ce sens partout sur Terre, pas simplement que dans les pays développés. Le temps passe très vite à discuter avec vous. Ce que je vous propose, c'est de prendre une dernière question et puis après, on passera la parole à nos deux intervenants. Jérôme, moi je voulais vous poser une question sur un constat, je dirais, qui se veut relativement simple, à défaut d'être simpliste. Moi je suis d'une génération dont l'enfance s'est passée dans la nature avant l'irruption de la société de consommation, que je place pour moi dans la fin des années 60, début des années 70. Et quand la société de consommation a fait irruption, je dirais que la société n'avait plus qu'une chose en tête, c'est polarisée par l'activité de consommer tout et n'importe quoi, sous toutes ses formes.
et qu'aujourd'hui on en arrive à une exacerbation encore plus forte, puisque aujourd'hui la visite du musée d'histoire naturelle ou la balade en forêt va peut-être être remplacée le dimanche par la sortie dans les grands magasins. Ou alors, est-ce que la crise économique aussi ne va pas nous ramener à des valeurs plus simples qui justement font qu'on va redécouvrir la nature, la balade dans la nature, parce que c'est un loisir gratuit? Vaste question également, ça va être... surtout, j'entends vos ventres commencer à crier un petit peu, donc je vais essayer d'être ultra brève. Non, la question, il y aurait plusieurs types de réponses à vous apporter, parce qu'il y a aussi une consommation culturelle, c'est-à-dire effectivement les musées, par exemple, notamment les expositions dans les musées, voient leur fréquentation augmenter absolument considérablement. Donc il y a bien des formes de consommation diverses et variées qui se mettent en place. Où, par exemple, j'avais vu cette statistique que les 100 écrivains et auteurs qui vendent le plus dans le monde de l'édition représentent 50% du chiffre d'affaires total. Vous imaginez cette courbe exponentielle avec les 100 qui vendent le plus vendent 50% du total de tous les livres. Moi, je vous inviterais là aussi à regarder d'un point de vue historique. L'un des premiers théoriciens de la consommation, c'est Thorstein Veblen, à la fin du 19e, qui fait paraître en 1899 un livre absolument passionnant, un peu redoutable à lire, même s'il a été traduit en français, mais qui est quand même passionnant. C'est La théorie de classe de loisirs, titre un peu compliqué, dans lequel il explique en fait pourquoi on consomme, pourquoi même on va gaspiller. C'est-à-dire, il explique le gaspillage social. Et il explique que c'est une façon d'ostentation. C'est-à-dire que le fait de pouvoir avoir un certain niveau de gaspillage, ça permet de marquer sa place dans la société. Parce que si on est capable de consommer et de montrer la consommation, ça veut dire qu'on adhère déjà à la société dans son ensemble et à une certaine valorisation sociale. Et en fait, il explique très très bien, en 1899, imaginez que cette consommation est forcément génératrice de frustration. Parce qu'une fois qu'on a fait un effort pour consommer et se mettre à un certain niveau social, forcément ce qu'on a acquis devient peu de valeur, parce que ce qu'on commence à viser, c'est les signes d'ostentation de la classe supérieure. Il y a ce phénomène comme ça perpétuel. Il explique par exemple des mécanismes qui expliquent pourquoi on vend des t-shirts avec des marques de luxe gravé dessus. C'est simplement pourquoi, c'est pas parce que le t-shirt est mieux, c'est exactement un t-shirt tout à fait ordinaire, fabriqué dans les mêmes usines sordides du Bangladesh ou de Chine, mais simplement le fait qu'il y a marqué la marque, c'est qu'on l'a acheté plus cher, ça permet de le montrer et du coup on a une valorisation. On aurait un t-shirt neutre, on serait vraiment une bille socialement, on a un t-shirt avec un logo prestigieux, alors là ça marque. Et c'est fascinant parce qu'en 1899, c'est très très tôt dans l'émergence de cette société de consommation, et on a déjà avec Veblen un penseur qui réfléchit à tout ça. D'où l'intérêt toujours de se pencher sur les textes historiques, parce qu'il y a vraiment des perles. Et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup.